Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la partie numéro 1 de l'analyse de l'UFC 267. Ça se passe, vous le savez certainement, le samedi 30 octobre sur la mythique maintenant Fight Island d'Abu Dhabi. Il s'agit franchement de l'une des cartes les plus chargées de l'année avec des bangers tout au long de la soirée. Alors je vous propose aujourd'hui de commencer par analyser les combats de Khamzat Chimaev et Islam Makhachev. Pour m'aider, comme d'habitude, vous le connaissez très bien maintenant, Patrick Abirora, jeune combattant de MMA belge. Et là, salut Patrick, comment tu vas? Ça va, en pleine préparation pour un prochain combat ici au LFL. Voilà, on prépare le tournoi international et on va aller gagner cette ligue, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au compte Instagram de Patrick Abirora, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, si vous n'avez pas vu l'interview que j'ai accordée à Patrick Abirora chez lui dans sa salle Naja, c'est pas trop tard, la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran, vous pouvez cliquer dessus. Il raconte notamment sa rencontre avec Conor McGregor, je me suis régalé lors de cette interview, donc franchement n'hésitez pas à cliquer dessus. Khamzat Chimaev, mon cher Patrick, est en tout cas en fin de retour après une absence quand même de plus d'un an en raison d'un Covid qui l'a fortement affecté. Son retour, c'est en tout cas une excellente nouvelle pour l'UFC. Ouais, ça fait vraiment plaisir, notamment pour les fans, parce que moi je suis fan de son style, etc. Et ça fait plaisir de le revoir aussi sur pied, parce on avait appris, enfin il y a un moment, il avait même dit qu'il arrêtait le MMA et tout, donc moi j'étais vraiment choqué. En tant que fan et même en tant que combattant, je me sentais triste pour lui. Il venait d'arriver à l'UFC, il venait d'avoir vraiment un buzz incroyable. Il est là, il éclate tout sur son chemin et puis pas pour une raison médicale, même pas de son ressort, il doit arrêter. Donc ça fait vraiment plaisir. On va voir comment il revient. On va voir s'il y a des séquelles, s'il n'y a pas de séquelles, etc. Mais je pense que niveau marketingment parlant, lui aussi, ça fait vraiment, vraiment plaisir parce qu'il y a de plus en plus de fighters vraiment de ce côté-là du monde, hein, vraiment tout ce qui est la région Russie, Daghestan, Tchétchénie, où ils ont vraiment un style et ils ont des styles différents. Maintenant, c'est plus juste des lutteurs. On a des strikers comme Magomed Sharipov, on a des Khamzat Chimaev, on a des Khabib qui luttent, on a des Islam Makhachev, c'est des gauchers bien posés en striking. Et donc, on peut vraiment avoir tous ces styles qui sont différents. Et c'est ça qui fait plaisir. Ils sont vraiment en train de prendre le MMA sur une autre sphère. C'est vraiment l'ère j'ai pas envie de dire des Russes, mais je veux dire vraiment du Caucase, en tout cas, vraiment de ces régions montagneuses. Et même dans ma team, hein, Lomali Naliev, c'est un combattant, il est dans le top 5 ou top 10 essayé. Mhm. Il n'a que des KO monstrueux. Et dans mon équipe, et pourtant, les gens ils pensent que ça va être un lutteur, et puis, mais on peut aller voir ses KO, c'est incroyable. Des 15 secondes KO, le type, il est froid. Donc, vraiment, dans cette zone, il commence vraiment à se diversifier. Et c'est ça qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-bas, je trouve. Et pour revenir à Khamzat Chimaev, moi ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que non seulement il y a du talent, il gère parfaitement l'aspect sportif, mais même au niveau de son trash talk avec son fameux smash, il a une grosse personnalité, il a envie de défier la planète entière, et ça c'est ce que apprécie particulièrement l'UFC. T'as commencé à en parler, Patrick, mais creusons le sujet. C'est vrai que comme je le disais, Khamzat a malheureusement été sévèrement touché par le Covid. Je pense qu'il a perdu plusieurs kilos, comme tu l'as dit très justement, il était à deux doigts de mettre un terme à sa carrière. Est-ce que tu penses qu'il sera en bonne forme physique pour son prochain combat? Ouais, c'est ça, en fait, la question. Moi, je pense que tout va se jouer dans les premières minutes du combat. On va vite savoir, surtout que là, on lui a mis, voilà, son combat contre Leon Edwards, c'est fortement repoussé plusieurs fois. Et je pense que c'était pas plus mal parce qu'aller prendre il est troisième maintenant en ranking, je pense, en 77 kilos, Ouais, il me semble. en welterweight. Un très, très gros welterweight, très dangereux sur une série de victoires. Je ne sais même pas le nombre de victoires, mais c'est plus de 10 victoires, je pense, ou 9 victoires, un truc comme ça. Aller prendre Leon Edwards après avec un an de blessure, un an d'arrêt, avec le Covid, etc., je pense que ce n'était pas la chose la plus consciencieuse à faire. Et donc, je pense que là, contre Lee, c'est vraiment un bon match-up et on va vraiment voir s'il est vraiment sans séquelles. Et j'espère vraiment qu'il va revenir à 100%. Khamzat Chimaev, en tout cas, il s'est fait vraiment un nom très rapidement à l'UFC. Je vais te lire ses statistiques qui sont complètement folles. 3 combats, 3 victoires, dont 2 KO au premier round et une soumission en l'espace seulement de 66 jours. 192 coups envoyés, seulement 2 absorbés pour l'instant. Certains le trouvent surcoté, d'autres le trouvent sous-coté. C'est quoi ton avis concernant Khamzat? Personnellement, en fait, ça dépend où est-ce qu'on le place. Si on dit maintenant, il est déjà dans le top 5 welterweight, non. Là, on va peut-être aller un peu trop vite. Après, il peut arriver parce que déjà, même pour moi, le ranking à l'UFC, des fois, ça veut tout et rien dire. Parce un numéro 9 peut battre le numéro 2 parce que c'est l'opposition des styles qui fait. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Islam Makhachev, il peut battre un top 3, un numéro 3 juste parce que les styles
vont bien pour Islam. C'est juste une question de, on peut se situer, mais je pense qu'aller dire directement maintenant sans qu'il ait pris quelqu'un de vraiment high level, top 5, non, mais après, il n'est pas surcoté parce que le mec, il a fait son buzz par lui-même. Il est venu, il a pris des fights, il a enchaîné les fights. Quand il y a eu quelqu'un qui a pull-up, il était là, à 10 jours de préavis, mais il sait aussi ce qu'il fait. Par exemple, ça aurait été, on l'aurait dit un préavis contre un middleweight top 10, top 5, je ne pense pas qu'il aurait accepté directement. Là, il savait que le match-up était favorable pour lui. Il y avait plus de bénéfices que de pertes. Et il s'est dit, ben, vas-y, on y va. Et en plus, c'est à double tranchant. Si on gagne, on prend vraiment toute la gloire. Et il a fait le taf. Donc moi, je pense que franchement, il n'est pas surcoté. Il a le buzz qu'il mérite et la place qu'il mérite. Khamzat a aussi, et ça aussi c'est tout simplement exceptionnel, remporté 2 combats en l'espace de 10 jours dans 2 catégories de poids différentes. C'est un record, personne ne l'a fait aussi rapidement. En passant des poids moyens au poids welter, il a eu le temps de remporter un combat, perdre 6 kilos pour le cutting et ensuite décrocher une nouvelle victoire. C'est complètement fou ce qu'il a fait. Je pense qu'il a vraiment eu des bons match-ups aussi. Je pense qu'il aurait pas... Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Les gens pensent souvent que c'est juste de la fougue et oui, j'accepte tout le monde, etc. Il sait contre qui il peut aller. Enfin, il construit sa carrière, c'est normal. Il est là, c'est une future superstar. Il ne va pas accepter tout le monde. Et puis, s'il perd, on connaît les gens comment ils sont maintenant. Dès que tu perds, ça y est, on t'oublie ou ça y est, t'es nul ou les fans random, on va dire, vont vous mettre aux oubliettes. Non, il est en train de vraiment construire sa carrière petit à petit, prendre les fights qu'il faut, monter dans le top 5 et là, après, prétendre au titre directement. Le Chinois Li Jingliang que va affronter Khamzat, c'est en tout cas un adversaire de taille, faut en parler. Il en est à 14 combats à l'UFC, 10 victoires, 7 sur KO. Il est non seulement expérimenté, puissant, et en plus de cela, il n'a jamais perdu sur KO ou TKO lors de ses 6 défaites en carrière professionnelle. Est-ce que tu dirais qu'il y a, pour la première fois depuis ses débuts à l'UFC, vraiment un danger pour le Suédois d'origine tchétchène? Pour moi, je pense que danger, c'est un grand mot. Parce que stylistiquement parlant, encore une fois, je pense que Khamzat est meilleur que lui au niveau déjà de la lutte, au niveau du contrôle au sol, au niveau de son sol, qui est vraiment très agressif. Il va chercher les soumissions. Il n'est pas là juste pour poser les positions. Vraiment, on avait l'habitude dans ce style-là, dans cette partie du monde, où il pose la position, il prend une monte et il te tambourine. Lui, il va vraiment chercher à finir le fight. Donc, te soumettre, il est vraiment très agressif. Et dans son striking, il est très précis. Lee est beaucoup plus fougueux. On voit vraiment, il est là, il arrache tout. Et puis, en fait, c'est vraiment comme une tornade. Donc, je pense que ça va être un gros combat. Les deux ça ne va pas commencer pendant 3 minutes à s'analyser, ça va se rentrer dedans directement. Mais pour moi, je pense que de là à dire que c'est un gros danger ou le premier gros danger, non. Après, bien sûr, chaque fois qu'on monte dans le ranking, on peut monter. Bien sûr que le combat d'après sera plus dangereux que le précédent. Mais de là à dire que c'est vraiment un danger pour Khamzat, je ne pense pas. Et en plus, il est quand même, il peut combattre à 84 kilos. Donc, physiquement, il est déjà beaucoup plus grand. Il fait 5 cm en plus. Il a 2 pouces d'allonge en plus. Je pense sur le papier, ça me paraît favorable pour lui quand même. On va passer à un autre combat qui est aussi très intéressant, celui d'Islam Makhachev qui affronte donc le néo-zélandais Dan Hooker. Initialement, le combat prévu, c'était Islam Makhachev, Rafael dos Anjos. Malheureusement, le Brésilien s'est blessé. Dan Hooker a accepté le short notice après sa victoire contre Nasrat, c'était il y a à peine un mois. Est-ce que tu dirais aussi que le néo-zélandais, ça reste quand même un adversaire plus costaud que Rafael dos Anjos pour Islam? Par rapport à Islam, Dan Hooker reste quand même un striker. Donc, je veux dire, c'est quand même pas mal pour lui d'avoir un striker qui n'a pas une défense de lutte exceptionnelle. C'est pas un José Aldo qui avait un sprawl incroyable avec des hanches incroyables ou même si tu le mets au sol, en 2 secondes, il est déjà debout. Et il va te commencer à te tambouriner des low kicks et te casser les jambes et tu ne seras plus allé venir faire des takedowns. Donc, c'est différent. Je pense que, mais quand même, Dan Hooker reste dangereux parce qu'il peut créer la surprise. Il a quelques armes dans son striking où, au moment où tu t'y attends pas, il va te sortir un coup de nulle part et boum, comme il a mis à Jim Miller sur le genou ou il l'a mis KO. Donc, vraiment, Dan Hooker, il a quelques armes qui restent très dangereuses et je pense que Islam Makhachev s'est vraiment préparé. Son coin, son corner prend au sérieux Dan Hooker parce qu'ils savent que c'est un combattant et c'est un guerrier surtout. Lui, il lâche pas. Il a vraiment une mentalité où il va pas lâcher. S'il faut faire la guerre, il va la faire. Même s'il va rester un round de sol, le deuxième, il va quand même revenir énervé et vouloir te finir, il ne sera pas là en mode j'ai fait un round au sol, je vais déjà perdre ce combat. Non, je pense que vraiment, ce combat va vraiment être sérieux, mais je verrai quand même Islam Makhachev être au-dessus. Islam Makhachev, Patrick, il est signé à l'UFC depuis 2015 maintenant, ça commence à faire un petit temps, quand même, ça fait quasiment 6 ans, il en est à 9 victoires pour seulement une défaite dans l'organisation.
Finalement, c'est la première fois que le Dagestanais va enfin avoir l'opportunité d'affronter un top 10 de sa catégorie. Pourquoi est-ce qu'il galère autant à trouver un adversaire de bonne qualité, le Dagestanais? Pour moi, c'est simple, hein. Il y a plus de pertes pour celui du top 5 à affronter Islam que de bénéfices. Là, tu es placé, tu es numéro 3 de la catégorie, tu sais que tu as un gros striker et puis tu as un lutteur qui vient du Caucase, des montagnes et que tu sais que son style va vraiment te faire du mal. Et s'il gagne, lui, il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Islam, quand il gagne contre un top 3, il a tout à gagner, alors que le top 3, il a tout à perdre. Ouais. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui vont se chauffer à aller l'affronter. Il y a très peu de gens, franchement, c'est pour ça que je tire un chapeau à Dan Hooker. Enfin, le type, il est là, quoi. Il vient de finir un fight et ils disent tout, j'affronte Islam. Pas de problème. Donc, vraiment, c'est incroyable. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui le feront, quoi. À l'image de beaucoup de Dagestanais aussi, Islam Makhachev a vraiment une lutte tout simplement exceptionnelle. On sait que son striking peut aussi faire des dégâts, mais son grappling et sa lutte sont clairement ses armes de prédilection. On dit justement souvent de Dan Hooker qu'il a le style parfait pour contrer les lutteurs comme Islam. Pourquoi est-ce qu'on dit ça du Néo-Zélandais? Quelles sont ses armes? Qu'est-ce qui fait que Dan Hooker a un style si particulier qui peut embêter les lutteurs? Il peut créer la surprise au moment où on ne l'y attend pas. Quand il a rentré de genou, boum, tout le monde était choqué, on ne s'y attendait pas. Mais il faut aussi dire que Jim Miller, ce n'est pas Islam Makhachev. Ce n'est pas la même lutte, hein. Quelqu'un qui a lutté depuis qu'il est tout petit, il a des réflexes, il ne va pas venir shooter une fois. Il va shooter, passer sur une single leg, passer sur un whizzer décalé. Donc, il va continuer. C'est vraiment ça qui fait vraiment la patte de chez eux, surtout dans le style dagestanais, c'est qu'il ne lâche pas cette jambe. Dès qu'il l'a, tu vas te retrouver contre la cage et s'il faut te mettre 10 fois au sol, comme Khabib le faisait, il va te mettre 10 fois au sol pendant le round. Mais il veut t'amener au sol et il va te garder là. Donc, je pense que Dan Hooker a vraiment, dans son striking, il a des armes offensives, notamment ses genoux qui sont assez, vraiment, ils sont très intrusifs et ça te surprend, quoi. Tu passes en fait, si Islam vient dans un mauvais timing et qu'il prend le genou qui connecte, il peut l'éteindre. Mhm. Il peut éteindre Islam comme ça, directement d'un coup sec. Après, c'est aussi sa manière de se déplacer et le fait qu'il a une droite qui est vraiment très précise. Dan Hooker est un striker vraiment précis. Mais ça, c'est vraiment la patte du City Kickboxing. On voit vraiment chez eux, ils sont très précis dans leur striking, une bonne base. Même s'il est long et fort, on pourrait penser que, mais non, le type, il éteint les gens. Il est très basé, il est très ancré dans le sol et boum. Et ses déplacements. Il est assez volatile. Malheureusement, ça l'avait coûté défaut parce qu'il était contre la cage face à Chandler, qui l'avait coincé contre la cage et qui était venu. Mais ses déplacements, normalement, quand il est au centre, il est bien. De base, Michael Chandler, c'est lui aussi un lutteur avec un background solide, pardon, mais il lui a fallu à peine un round pour complètement éteindre Dan Hooker. On l'a vu très agressif, lui mettre la pression. Est-ce que c'est peut-être la stratégie à adopter pour Islam et pour venir l'emporter face à Dan Hooker? Moi, je pense que par rapport au combat qu'on a vu de Dan Hooker, on sait que quand il est sous pression, donc quand le fight ne va pas dans son sens, il devient agressif. Il veut vraiment finir, il rentre dans une guerre comme avec Dustin Poirier. On voit vraiment qu'il rentre dans une guerre, en fait, c'est une guerre d'ego en mode, vas-y, tu sais quoi, viens, on y va et on se la met dessus. Quand Chandler l'a acculé contre la cage, on voyait qu'il reculait, mais c'était plus en mode déplacement posé, je réfléchis où est-ce que je suis dans la cage. Non, c'est je veux courir, reprendre ma place et puis on va se la mettre dessus. Sauf que là, on sait que Chandler, il a une explosivité sur un coup, elle est incroyable. Ouais. Il a une force à générer une puissance sur un one-shot. Enfin, il a son knockout power et donc il l'a envoyé, il a connecté parce qu'en plus, il partait sur sa gauche, boum, c'est fini, quoi. Est-ce que Islam doit striker avec Dan Hooker pour gagner ce combat? Non. Il peut clairement juste faire de la lutte, l'amener au sol, le garder au sol, il se relève, il le garde contre la cage, contrôle contre la cage et puis il le ramène au sol et il finit le combat tranquillement. Donc, est-ce qu'il va prendre le risque? On ne sait pas. Est-ce qu'il va rendre le combat amusant? On ne sait pas non plus. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Ça peut être un combat très, pas ennuyant, mais je veux dire, pour ceux qui, on va dire pour les fans de Ramda, ils vont voir des gens au sol, tout constamment au sol, tout le round. Et là, on va se dire, ah, mais si Islam, il se dit, tu sais quoi, je vais arriver posé, je suis gaucher, tac, 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 je rentre que 2-3 combos, boum, j'amène au sol. On se relève, je lui montre que je peux être là aussi debout. De temps en temps, là, ça va être une autre saveur dans le combat, je pense. Il me reste déjà une seule question à te poser, c'est une question très importante. Tu le sais, on compare souvent Islam Makhachev à Khabib, au-delà du fait qu'ils se connaissent très bien, au-delà du fait qu'ils sont tous les deux dagestanais. Moi, personnellement, je trouve pas qu'ils ont vraiment un style semblable. J'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Explique-nous, Patrick, en quoi est-ce qu'Islam est différent ou totalement différent du GOAT de la catégorie des poids légers? C'est très simple. Déjà, on va commencer. Il y en a un qui est gaucher, un qui est droitier. Déjà, de là, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De deux, il y en a un qui a un style
bordélique, mais dans son bordel, il est méthodique en striking. Il y en a un autre, il est posé et simple. Islam est posé et simple en striking et se fait très peu toucher. Quand il combat, il se fait très peu toucher. Khabib, de temps en temps, il se fait toucher. C'est un bordel quand on voit, on se dit, mais et je voyais plein de gens autour de moi, ils disaient, ouais, Khabib, il ne sait pas mettre une gauche et une droite. Oui, mais ça marche. Quand il a mis l'overhand à Connor, personne s'y attendait. Ouais. Parce que c'est un bordel, mais c'est méthodique, c'est propre à lui, en fait, c'est propre à son style. Donc les deux n'ont vraiment rien à voir. Et puis aussi, on peut même parler de l'aspect psychologique. Il y en a un dans la cage, on dirait qu'il est vraiment rodé, on rentre, c'est vraiment un lion. Et l'autre, ben, tout le monde le sait que Islam a beaucoup de mal à gérer le stress aussi avant ses combats. Enfin, lui-même le disait qu'avant, il avait vraiment du mal et qu'il sentait beaucoup de pression sur lui. Enfin, maintenant, ça va mieux, je pense. Mais entre les deux, Khabib n'a jamais eu, enfin, on n'a jamais eu cette impression où il était vraiment stressé. On sentait qu'il était tétanisé et très raide. On voit qu'il est très crispé. Khabib, il est vraiment relâché dans la cage. C'est vraiment un aigle. Il est là, il fixe sa proie et il va attaquer. C'est tout ce qu'il va faire. Bah écoute, merci pour ton analyse. Il me reste à te demander tes pronostics. On va commencer avec Khamzat Chimaev, Li Jingliang. Qui tu vois l'emporter? De quelle manière? Ouais, honnêtement, franchement, je vois Khamzat Chimaev l'emporter. Je pense que c'est un 3 rounds, hein, si je ne me trompe pas. Ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un 3 rounds. Je dirais sur un finish dans le deuxième round. Lee n'a jamais pris de KO, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il va être très dur à mettre KO. Donc, moi, je dirais plutôt une soumission. Je ne sais pas pourquoi je vois une soumission sur un takedown, il l'amène au sol, Lee veut se relever, etc. Soit ça prend le dos, mais je vois une soumission. Sur les 6 défaites en carrière de Li Jingliang, sa seule défaite hors décision, c'était sur une soumission, un étranglement arrière. Donc je vois pareil que toi, victoire sur soumission de Khamzat au deuxième round. Et pour Islam Makhachev et Dan Hooker, allez, on va être fou. Ouais. Surprise de Dan Hooker. Ok. Deuxième round, Islam mauvais timing de takedown, boum, genou. Et il éteint. Ça, c'est vraiment le cas de figure incroyable. C'est là, ça retourne le monde. Je pense que le monde du MMA est retourné. Si Dan Hooker fait ça, tout le monde va devenir fou. Mais soyons plus réalistes, je pense vraiment que c'est Islam Makhachev qui va dominer le combat. Et je pense sur une domination. Je pense pas qu'il va éteindre Dan Hooker ni le soumettre parce qu'il a un gros cœur de guerrier. Il va pas se laisser soumettre, il va essayer de sortir, etc. Une domination de 3 rounds vraiment à la style dagestanaise où il va le garder au sol, le relever, le valdinguer. Vraiment en smash, quoi. Il va vraiment lui faire du sale et je pense que ça va être une domination totale. Moi, je vois effectivement une victoire sur décision unanime pour Islam. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ces deux combats qui s'annoncent vraiment, je l'espère en tout cas, spectaculaires. Khamzat Chimaev contre Li Jingliang et ensuite Islam Makhachev contre Dan Hooker. Rendez-vous donc demain pour la partie 2 de l'analyse de l'UFC 267 avec Patrick qui répondra à mes questions cette fois-ci concernant le main event Blachowicz-Teixeira et Peter Yan Corey Sandhagen. Je te remercie énormément, Patrick. Repose-toi bien, ou plutôt entraîne-toi bien, parce que je sais que tu as encore un entraînement de... Ouais, c'est ça, tu enchaînes, hein, un entraînement de prévu. Avec mon coach, la Tarek, au Naja, à la salle Naja à Bruxelles, ceux qui veulent passer. Et grand merci, grand merci à tous ceux qui passent à la salle et qui voient les vidéos et qui viennent me parler, etc. Avec Ilyes MKT, ça fait plaisir parce que oui, je suis de Bruxelles, il est de Bruxelles. Donc, des fois, ils me croisent à la salle et ils disent, mais c'est toi qui fais les vidéos avec MKT. Donc, merci les gars, franchement, ça fait plaisir. Même je vois vos commentaires sur les vidéos. Étant très jeune dans ce milieu, etc., ça fait vraiment plaisir de recevoir autant d'amour. Et donc voilà, merci beaucoup.